c'était l'aventure, ça, partir de chez nous, là, quand on est jeune, pour la première fois. Rencontrer des hommes, des bons hommes, du monde qui venait d'un peu partout, puis la vie dans le camp. Là, il y a des gars qui disent que c'est pas le fun, que c'était dur, difficile, mais moi, j'aimais ça. Ah, le fun. La soupe de sandal. Il y a des fois, c'est sûr que ça l'était pas, le fun. Des fois, c'est sûr qu'on aurait aimé mieux être chez nous, des journées de mauvais temps, qu'on est obligé quand même de travailler, puis c'était pas trop facile. En forêt, on était motivés, on se motivait par nous autres mêmes. On n'était pas poussés pour faire le travail. Il n'y avait pas quelqu'un là, dire que dans une shop, tu as toujours un foreman qui est assis à quelque part, qui passe, puis faut que tu produises, puis faut que tu produises. Tu travaillais plus, tu en faisais plus, tu faisais plus d'argent. Il y avait une liberté. Il y avait une liberté. Quand tu étais à la job, on va être donc par là, mon petit gars, puis le soir, mais tu dors aussi, hein? C'est vraiment ça. Je voulais pas passer ma vie dans le bois non plus. Mais en bon québécois, pour monter la côte, je trouvais qu'on était mieux dans le bois que travailler dans une petite usine aux alentours. On revenait le printemps avec des montants, dans ce temps-là, c'était 1000 ou 900 pièces, c'était beaucoup de sous. Mais tu avais un pot dans tes poches, tu pouvais ramasser ça pour t'acheter quelque chose plus tard. Tandis que tu restais aux alentours, les jobines qu'on appelle, ça montait pas vite. Ça, quand tu voyais ton affaire, tu finissais par te ramasser un peu de sous pour te repartir. Moi, je suis reparti en agriculture après. C'était une façon, moi, de préparer mon avenir. Que j'aurais eu plus de misère, il me semble, à rester dans une petite usine au coin. Il me semble ça aurait vraiment monté. Moi, c'était la façon. Puis j'aimais quand même ouvrir du bois. Puis le climat entre les hommes, on avait du plaisir quand même. Ça coûtait pas cher, puis on avait du fun pareil. Si vous voulez m'être sérieux, m'en va vous conter une histoire qui vous mettra les larmes aux yeux. Je suis bachelor, je m'en fais gloire. Vous riez, attendez un peu, et tous vous finirez par croire qu'on a raison, qu'on aime mieux. Pour s'amuser, chanter puis boire. Vous me plaignez, c'est une erreur. C'est si beau d'être solitaire. Si on savait notre bonheur. Je veux rester voyageur ma vie entière. Des bûcherons dans les forêts du Québec, il en est passé un puis un autre. Des cultivateurs puis leurs fils, des sans-terre, des Indiens, des étrangers, des jeunes pas de poil au menton puis des vieux plus de dents. Par centaines de centaines chaque année pendant presque 200 ans, ils sont montés au chantier pour faire culer la forêt. Dans les années 50, la machine est venue chambarder l'esprit des camps. Fini la hache et le sillot. Fini le cheval. Fini les bûcherons de chantier. On a connu les dernières années du gros travail manuel en forêt. Puis on va prendre le temps de vous transmettre notre mémoire pour pas qu'elle disparaisse sous les traces de la machinerie qui nous a remplacés. Mes souvenirs, c'est ceux de milliers d'hommes, puis je mêle ma voix à l'heure pour vous raconter l'histoire des bûcherons de chantier. On commence avec notre père, puis de bonne heure. Là. En réalité, tu commences toujours du moment que tu sais marcher, tu vas au bois. Hein. C'était de la survie dans le temps. On n'allait pas là pour gagner notre vie. C'était juste de la survie. On mangeait trois fois par jour. Les vaches faisaient vivre l'été, puis le bois l'hiver. Puis de même, on venait à bout de balancer ça pour que ça marche. On aurait peut-être continué à aller aux études. Mais l'argent ne sortait pas par les fenêtres. Et puis, quand tu étais d'âge de travailler, nous, on était 12. Fait que moi, j'ai fait une 9e année, mais après ça, il y avait les autres enfants qui suivaient, mais il fallait gagner notre croûte. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'autres recettes pour vivre que travailler. Hein. Nous, dans le temps, il n'y en a pas d'autres. Tu voulais des cigarettes, il fallait que tu les payes toi-même, puis ton linge pareil. En tout cas. Surtout à l'âge de 15-16 ans, il fallait que tu sois pas mal autonome. Chez nous, tout. Puis là, ben, tu n'avais pas d'autres métiers, tu n'avais pas appris de métier. Fait que sur les terres, ça, c'était un moyen qui avait de continuer. On allait dans le bois avec nos pères, avec notre père qui était là, qui jobait ou qui était à contre-maître. Le bien-être social n'existait pas dans ce temps-là. Ils nous envoyaient pas un chèque à tous les mois, là. C'est ça. Il n'y avait pas de... Moi, chez nous, c'était ça. Dans le bois, ben, on avait 5 piastres par jour nourris.
ça donnera une grosse chance que les parents nous avaient pas à nous nourrir durant l'hiver. Les filles, eux autres, ils ont été mieux que nous autres d'un côté parce que, après qu'ils nous ont fait instruire une, elle aidait à payer pour les autres. Puis nous autres, les gars, ben, ils disaient, ils sont plus forts, c'est des hommes, envoyés dans le bois. On quitte sa pauvre famille en embrassant ses vieux parents. Sous l'œil, une larme qui brille. Adieu, je pars pour longtemps. Terre de peine, mais aussi de fatigue. Dans ces forêts bien éloignées, dans ces forêts aussi lointaines, dans ces bois où l'on fait chantier. Nous autres, on prenait le train à Saint-Adèle, on débarquait à Sonne-Mort, puis de là, on prenait un autobus. C'est un gros autobus qui était pour transporter les hommes dans les camps. Mais ma première fois que j'ai fait ça, j'ai quasiment pleuré en arrivant au camp de force. J'étais fatigué de ça. On était à 90 000 de la ligne. Puis il fallait manger à la Loutte en passant au barrage de la Loutte, puis monter sur le Vison qui appelait. Oh, puis arrivé au camp, il était à 4 heures de l'après-midi, puis j'avais vraiment monté un bed qu'on appelait à moi-même. Là. Puis j'avais venu à bout de monter ça, à regarder l'autre bed, puis j'étais arrêté un peu, demander au gars qui avait son bed d'installer, pour le monter moi-même. Mais quand il était prêt, j'ai pas été chopé, j'ai tombé dedans puis j'ai dormi jusqu'au lendemain matin. Moi, dans mon cas, j'avais pas personne pour me guider, pour donner des conseils, pour limer mon chiotte, par exemple. Fait que les premiers jours, là, les premiers temps, là, c'était vraiment difficile. Là, avec un chiotte qui marche pas bien, puis la condition de bois qu'il y avait là, c'était pas trop avantageux. Mais j'ai fini par apprendre à limer, puis pogner des twists un peu, puis avec un petit peu d'orgueil, tu sais, on se regardait entre jeunes, puis je vais en faire autant que toi. Mon chum, la première fois qu'on a monté, lui, il a fini par travailler à journée, là, faire un peu toutes sortes de choses. Là. Ça lui a permis de toffer à la ronde, comme on dit, parce que bûcher, lui, ça ne marchait pas. Fait que c'est différent dans chaque cas, je crois. Moi, j'ai appris à la dure pas mal, puis d'autres qui sont allés avec des parents ou des gars plus expérimentés, bien, ça devait partir mieux un peu, j'imagine. Mais en partant, je pense que le gars qui était élevé sur une ferme, il avait déjà une notion de ça, du bois, puis des chevaux. Mais le gars qui était élevé dans un village, puis qui a vu un cheval sur le voisin, ou je sais pas, moi, qui a vraiment travaillé avec ça, puis que le chiotte, il a bien vu le chiotte à son père dans le champ de bois, je sais pas quoi, mais qui a vraiment touché. Tout on commence à rendre, comme dit Paul dit, à suivre le père au bois, puis aider à atteler le cheval. Fait que t'avais quand même une base quand t'arrivais d'un chantier. T'étais en avant de l'autre que le gars qui arrivait de... C'est souvent les gars qui étaient élevés sur des fermes. Il y avait beaucoup de monde sur les fermes. Il y avait des grosses familles. Le monde forestier venait surtout de ces familles-là. Là. Le petit camp qui est en haut, là. C'était après 15-16 ans, puis on se fiait au Galant d'Or. Les gros, là. Mais vraiment pas ça, pardon. Ben, il fallait que je tire quand c'était à mon tour. Je ne me rappelle pas, il m'expliquait ça. Puis... Quand il s'y est au Galandor, de même, là, il disait « Viens-t'en, mon argent, va-t'en ma santé. Viens-t'en, mon argent, va-t'en ma santé. » Un siot à record, là, c'est avec ça que j'ai commencé à abattre puis à scier en 4 pieds, là. Fait qu'on sciait une coupe de bûches, puis on débranchait à 4 à 6 pieds, puis on sciait une autre bûche, puis on amenait notre hache puis notre sciot au fur et à mesure. Il fallait tout le temps s'arranger pour travailler le moins possible. Ça veut dire qu'on faisait tomber notre bois le plus proche possible de la place qu'on était pour corder. Quand on dit un bon bûcheux, là, il y avait tous les petits trucs pour sauver un petit peu de temps, sauver un petit peu de misère. Là. Fait que le gars qui bûchait à 4 cordes, il fallait quand même qu'il scie, là.
fallait qu'il la batte, il fallait qu'il le scie, puis après ça, il fallait qu'il le corde. Là. 4 cordes, là, ça prenait un mot du bonhomme, puis un bon bûcheux. C'était bien plus la moyenne, t'avais bien plus 2 cordes. Oui, une moyenne de 2 cordes. Après les années 55, là, les scies direct drive, plus légères, plus légères, là, ça avait doublé ça, la production. Ouais, facilement. L'effort physique était bien moins grand, là, parce que couper du bois qu'un ciotte, là, ça tire tout le temps, ça n'arrête pas. Là. Je te dis que ça tire partout fort. Puis quand j'ai commencé à bûcher, ça faisait 5-6 jours que je bûchais, une corde de corps par jour. Le contremaître, il vient placer une équipe de 2 bûcherons avec une scie mécanique juste à côté de moi. Le matin, il les voyait venir, les midis, il les a vus passer, puis le soir, il était rendu au bord. Il a bûché 7-8 cordes. Il était à 2, là, il y a 7-8 cordes dans 2 journées. Il m'avait... Ouais, je vais en avoir. Au plus que ça se vendait, on était une couple de nuit qu'on dormait pas bien quand on décidait d'en acheter une. Hein? Ah. Normalement, le contracteur ou le foreman, il plaquait un chemin, il appelait ça plaquer. Tu faisais ton chemin, tu bûchais ton chemin le plus droit possible. Après, tu en avais un de fait, bien, c'était normal que l'autre était au côté, l'autre chemin. Puis ton bois, il est accordé, disons, du chemin, soit c'est un bord ou sur l'autre. C'est à partir de là que c'est après pour que les chevaux rentrent dans ces chemins-là pour charroyer. Il appelait ça bûcher cordé. Puis quand il y avait dans l'air, on bûchait par petits tas. Puis il y avait des chevaux qui passaient qui ramassaient ça. Il appelait ça bûcher à la bonne. Je payais un petit peu moins, là. Quand il bûchait à la bunch, là, il y avait un gars qu'un cheval qui skidait un plus grand chemin, je pense. Hein? Il recordait sur le bord de la rivière de Drave, là, des grands enjeux, puis on avait nos noms. Puis là, quand il était mesuré, il le repoussait à l'eau. Bien, en général, là, quand on était en passo, c'était un étampe de la compagnie qu'on était là-dessus, comme nous autres, la CIP. Ou... C'était un marteau, là, puis quand on avait du temps de lousse, mettons le soir, là, on partait, puis on allait tout étamper notre bois. Là. On appelait ça au tri, là, un truc, là. Il y avait du bois qui descendait, puis il laissait passer. D'autres, il l'arrêtaient parce que c'était à CIP, d'autres, sur la console. Il laissait aller. Les gars revoyaient ça par le temps. Au début des années 50, là, moi, ce que j'ai eu connaissance, dans l'été, il préparait un camp, puis tout ça, il s'équipait pour... C'était surtout à la fin d'août, les jabeurs montaient. Je dis que quand on commençait à la fin d'août à bûcher, généralement, le gars, il avait fini le nombre de cordes qu'il avait à faire. Il finissait ça à peu près juste avant les fêtes, le bûcheur. Parce que là, la neige était arrivée, là, c'était plus ardu, bûcher dans la neige, là. Des fois, tu avais 5 pieds de neige, là, ton arbre, tu étais obligé de le pelleter avant de l'abattre, là. Puis lui, là, ton arbre, quand il tombe, là, mais si tu sortais pas de neige, il fallait que tu te watches parce que la botte, elle aurait pu t'assommer, là. Fait que travailler dans la neige, c'était plus dur. Puis les gars, ils voulaient plus parce qu'ils travaillent, mais ils n'avaient plus le même rendement aussi, là. Le rendement, c'était planifié, ça, pour que le bûchage finisse le mois de décembre, là, pour que, au moment qu'il y aurait assez de neige, là, pour transporter le bois. Ça prenait 15-18 pouces de neige. Avant ça, il y avait des sauges, des roches, tout ça, ça allait pas bien. Dépendamment de la neige, là, le charroyage commençait. Puis ce bois-là, là, qu'on avait accordé des fois à la fin d'août, là, il se faisait charrier dans le temps des fêtes, après les fêtes, aller jusqu'à presque à la fin de mars, des fois. C'était qu'on emmenait le bois à une place qui pouvait le draver. Puis on n'amenait pas ça aux usines. Non, ça, c'était pour descendre dans la rivière. Je sais qu'on allait domper nos voyages de bois directement sur le lac. Là, on corde la poudre, on faisait juste... Juste le domper, là. Ah oui, les bûches de pitone, là, ça virait comme une roue, tu sais. Oui. Ça prenait pas de temps à domper un voyage. Mais avant ça, il y avait des chemins de glace qui descendaient aussi direct des années 40. Là, Ouais, moi, j'ai pas connu ça, ce temps-là. Les autres, c'était des camions qui chargeaient ça dans le troc, puis là, qui allaient domper ça en bas de la traverse en Matamouais. 55-56, il manquait beaucoup d'hommes là, pour faire les opérations forestières. Là. À 56, là, il y aurait eu besoin de 60 bûcheux, par exemple. On restait après... Au mois de novembre, il restait à peu près 25. Là.
Quand il arrivait un bûcheron, oui, monsieur, bonjour. On va aller vous montrer ça. Le nombre de gars dans un camp, mettons un camp de 100 hommes, là, quand le bûcheur était fini, là, ça devrait perdre de moitié le nombre de gars. Là, dépendamment comment il y avait de chevaux puis de halpeurs, ça faisait peut-être à moitié du personnel. Quand le charroyage finissait, les contremaîtres qui étaient là, ils essayaient de ramasser les meilleurs hommes pour les emmener préparer ça pour la drave. À partir du lac, il y avait tout le temps un cric, une décharge. Bien, ça, c'était damé. Rendu au printemps, là, quand ça se libérait de glace et tout ça, il ouvrait la dame, le cric venait gonfler, puis là, il faisait passer le bois. Quand ils faisaient la swip, les grandes rivières étaient toutes nettoyées au mois d'août. Après que les lacs, les petites rivières étaient descendues, c'était la grande swip. Là. Ouais. Puis là, ils descendaient à la Vatican. Le premier village, c'était Notre-Dame-des-Anges. Qui arrivait. Fait que le curé, le dimanche, il disait aux parents, aux pères de famille, de surveiller les jeunes filles parce que les draveurs étaient arrivés. Il y en a qui ont été draveurs parmi vous? J'ai fait de la drave, j'ai fait ça, de la drave. Moi, j'ai jamais fait 2, 3 printemps. Garder, après ça, garder les ruisseaux, là, les coins là, que ça pouvait jammer. Ou faire sauter des jams à dynamite. C'était un job. C'était pas dur, mais c'était ennuyant pour moi. C'était monotone. Ouais. Cardiac cric, Tu promenais du long des criques pour voir s'il n'y a pas de bois d'accroché à quelque part. C'est la rivière Matawan, les boss nous faisaient nettoyer la rivière. J'avais j'étais un contremaître avec cette gars, là. Juste les places que le chemin passait proche de la rivière, que le monde voyait, là. C'est l'image. Le contremaître du chantier, il avait besoin d'un charretier. Fait qu'il m'a demandé si je voulais prendre un cheval. Mais j'étais peut-être le dernier là, qui prenait un cheval. Fait que tous les bons chevaux, ils étaient tous donnés à des bons charretiers qui travaillaient avec. Là, il restait 3 ou 4 chevaux dans l'écurie. Puis un, il était blessé, il avait eu un chicot dans la poitrine, puis c'était pas à moitié guéri. Puis un autre, ben c'était un cheval rétif qui voulait rien faire pantoute. Puis l'autre, il se sauvait tout le temps. Fait que quand j'ai frappé tous ces 4-5 chevaux cheval qui voulait rien faire pantoute, qui était complètement gâté ou blessé. Je me suis dit, moi, je suis pas un charretier, tabarnak, je suis pas capable de tirer une bûche avec ces chevaux-là. Fait qu'à un moment donné, j'ai invité le foreman à venir faire un tour avec moi. Tu vas prendre connaissance de ce que je fais. Tu sais, je dis, les chevaux que tu me donnes, je peux pas travailler avec, ils ne travaillent pas. Ah oui, sacré comme un charretier, j'ai entendu ça souvent. Je pense que dans la liturgie là, de l'Église catholique romaine, là, je pense qu'il n'y avait pas assez de saints puis de mots religieux qui en inventent à d'autres. Ah, c'est bon, oui. J'ai travaillé longtemps avec les chevaux. Moi, j'étais un des derniers à vouloir travailler sur la machinerie. Quand que la machinerie est arrivée, si la machine était brisée, il n'y a pas de pièce, il fallait attendre dans le camp que la pièce arrive. C'était pas payé, là. Fait que le cheval, lui, à tous les jours. Peut-être qu'il faisait des moins... Les moins grosses journées, mais ça fait rien, ça rapportait quand même. Ah oui, Des moins grosses journées, mais des meilleures semaines. c'est ça. La compagnie anglaise, que ce soit une console ou CIP, c'est des étrangers qui venaient de l'Angleterre ou des États-Unis. C'était des gars qui avaient des sous, des actionnaires, puis ils arrivaient au gouvernement avec le moton, si vous voulez, puis ils payaient pas ça cher, mais il y avait l'argent pour payer. Tandis que le Québécois, je sais pas si on avait qui est capable d'acheter des limites complètes. Moi, j'ai entendu parler souvent, tu parles des jobbers dans le bois, c'est ça. C'était des compagnies qui étaient formées de l'extérieur, des États-Unis ou d'Angleterre, appelez-les comme vous voudrez.
Puis ils achetaient des limites de bois ici. Ils achetaient des droits de coupe, eux autres, mettons, ils faisaient Oui, tant oui, de mille c'est pieds ça. d'épinette ou de sapin. C'est ça. Dans un territoire donné. C'est ça. Moi, j'ai vu quand on dit qu'on arrêtait aux limites du gouvernement. J'ai vu l'année suivante au camp, là, c'est à de Lac-Joli, un gros camp central. On avait arrêté là l'année suivante, la compagnie avait eu un droit de coupe. Là, on a sauté l'autre bord. Mais l'année d'avant, c'était bien défendu, on était sur le gouvernement. Comme à Hanotte, à Conseil à Hanotte, ça va m'affaire. ça. L'argent, là, faut payer pour l'exploitation, puis des fois la transformation, ou l'exportation. Ils faisaient juste que le moulin à papier, ils bâtissaient le moulin à papier. Puis il n'y avait pas trop de misère, eux autres, à avoir des, des bons domaines du gouvernement à exploiter. C'était M. Craig qui était le boss. Mais lui, Jean Crête, il était déjà... c'est sûr, c'était un homme bien important, là, qui avait beaucoup de ressources, mais il était déjà dépendant d'une compagnie internationale. De console. Les gros jobbers, là, qu'on va parler, c'était dans le temps de Georges Crête, Gros Lot, Les veillettes. les veillettes, tu sais, ça, c'était des gros jobbers. Crête était, lui, pour le console, à Matawan. À Matawan. Ouais. Là, il faisait appel à des jobbers, peut-être comme vous. Oui, oui. Puis là, il s'arrangeait pour, je sais pas, 8-10 000 cordes de bois à couper, à un tel prix, dans un tel secteur. Puis, dans le fond, là, il n'y avait plus rien à faire, eux autres. Là. Le jobber fournissait les hommes, l'équipement, il les nourrissait. Nous autres, ils fournissaient la finance. Ils fournissaient la finance parce que nous autres, on jobbait, mais on faisait le temps des hommes, mais c'était sur la feuille qui s'en allait au bureau de Georges Crête, puis c'est Georges Crête qui payait là. Nous autres, on ne déboursait pas d'argent. On déboursait notre temps, puis... Comme il disait tantôt, lui, là. Il ne fallait pas compter nos heures. Sous le régime de mon père, si tu veux, après la guerre, quand il y avait de la rareté de monde, là, on donnait des petits jobbers. Là, il montait avec ses gars, son gendre, son ci, son ça. C'est avec ça qu'on venait à bout de faire du bois. Parce que là, le monde était rare, là. Puis c'était tout de suite après la guerre, ça. Parce que dans le temps de la guerre, là, les conscrits, là, ça, là, du monde, on en avait en masse. Là, on en avait, là... même nos offices, on les remplissait bien sûr de monde. T'sais. Mais on avait ça, des petits jobbers, là. Les sous-contractants étaient de nous autres. Les jobbers, des petits... Et non de Georges Crête. C'était à peu près ça. Tu sais, ils restaient dans le même camp que nous autres, ils mangeaient dans la même cuisine. Puis il y avait deux petits ronds, puis ils s'occupaient de deux hommes, eux autres mêmes. Dans les années 50, on était environ 50 000 à monter dans le bois chaque hiver. Pour la plupart, on était bûcherons et charretiers, puis on était payés à la corde. Mais les jobbers amenaient aussi des forgerons, des commis, des showboys, puis des cuisiniers qu'on appelait les cooks. Il y avait aussi des engagés par les compagnies pour garder le contrôle. Les mesureurs vérifiaient les quantités de bois qu'on avait coupées, puis les forestiers marquaient les arbres à abattre puis voyaient au respect de la forêt puis de la sécurité. Le matin, là, quand on rentrait dans la coquerie, là, il y avait des grosses cafetières, puis tu humais une bonne odeur de café là, qui était là, là. Il y avait des crêpes, il y avait des bines, il y avait du griot, il y avait des bonnes toasts. C'était à 6 h moins quart le déjeuner, nous. Après, tu reviens à ta chambre. Là, tu t'installes si c'est froid, tu t'habilles chaudement pour aller atteler tes chevaux, pour travailler avec. Tu t'en vas au bois avec tes chevaux. Tu travailles toute la journée. Tu reviens pour dîner, à la course un peu. Tu as 1 heure pour dîner, laisser manger tes chevaux, puis toi aussi. Tu repars après dîner, vers 1 heure, puis tu reviens 5 h, 5 h et quart. Le souper est à 6 h. La journée comme ça, puis le soir, ben, tu te laves encore moyennement, là, pas... À la mitaine. Non, mais en dernier, on avait quand même des camps qui avaient des douches. Ouais, pas nous autres. Hein. Et puis, tu prends ta douche, puis des fois, tu joues aux cartes que game, puis là, tu vas te coucher. C'est à peu près ça. Nous autres, la plupart du temps, on mangeait au bois parce que le temps de marche était trop long pour aller au camp. Ça n'avait pas d'allure. C'est des fois, on était à 3/4 d'heure, 1 heure. Bon, mais quand on dînait au bois, là, mettons comme l'hiver, là, quand on charloyait à la pitoune, là, on avait une petite boîte à lunch noire, à peu près longue de même, avec un petit dos en rond, là. La place Motothermos. On se mettait des galettes là-dedans, puis on se ramenait des sandwichs au jambon. Mais quand il fait moins 25, moins 28, là, tu mets ça sur la corde de pitoune, puis tu charries ton bois tout l'avant-midi.
Là, tu arrives pour dîner le midi, tu rouvres ça, mais tout est gelé. Là, on se coupe une branche avec une petite fourche de même. Puis là, on se fait un feu, puis là, ben, on met nos sandwichs là-dessus, on fait chauffer ça, mais à un moment donné, là, le pain brûle, puis On va notre shake un peu, le sandwich vire à l'envers. le jambon réchauffe, fait qu'on mange juste le jambon, tabarnak. On arrêtait de travailler parce qu'il faisait trop noir. Oui, c'est ça. Ben, Parce que tu marquais 3 quarts d'heure. il y a des soirs, on était fatigués, là, fait qu'on se poignait après le collier du cheval qui nous aidait un peu à monter au camp. Avec la queue du cheval. Le pire, c'était quand tu étais loin du camp, puis l'automne, puis que là, tu pognais une maudite pluie, là. T'arrivais, là, tes bottes, t'as tout trempé, t'es faisais sécher, mais le lendemain matin, il était pas complètement sec, mais t'es remettais pareil pour aller travailler, puis tu passais la journée comme ça. Revenir détremper, c'était ton affaire, mais partir avec du linge humide, là, ça. Ouais. Mais on est venu qu'on avait du linge de rechange, hein? Oui. Pour donner une recette valable, là, je trouvais qu'on était mieux nourris que chez nous. Ben oui. Plus de variations. Il y avait des bines fèves au lard, mais il y avait de la tarte au sucre, tarte aux pommes, il y avait de la soupe, il y avait du bœuf. Ça, c'est les vieux qui... Les côtes des bêtes à bœuf, comme il dit, là, puis que c'est pas connu chez moi, là. Trop grand pour ça. Puis les des bines puis de la melasse non plus pas connu. On est trop jeune pour ça. C'était peut-être plus dans les années 40, dans C'était ces mon années-là. père, là. pour moi, ça, qui était les bêtes Bon, à ça bœuf. montait dans le bois là, avec le balier de l'or salé, des bines, puis c'était les aliments principaux. Mais moi non plus, je n'ai pas connu ça tellement. Là. Du dessert, on n'en manquait pas. Il y avait des tablettes, là. Mettons, moi, j'arrivais, je passais avec mon assiette, je prenais un morceau de tarte au sucre, j'en prenais un autre au raisin, un autre au citron, un, deux, trois, empilés par-dessus l'autre, puis là, je m'en allais, puis je mangeais ça. Mais j'ai toujours apprécié la nourriture qui était là. Pour moi, là, ça a été vraiment une bonne chose. On manquait pas de manger puis de bonne nourriture. Les jobbers, ils forçaient beaucoup pour avoir des bons cuisiniers. Parce que c'est le bon cuisinier attirait les meilleurs bûcheux. Les bons hommes. Ben oui, c'est évident. C'est ça, puis si tes ouvriers sont bien nourris, ils vont être portés à rester au camp, à pas s'en aller travailler ailleurs à ce moment-là. C'est comme une femme qui garde son mari, elle le garde par l'estomac. Ouais. Moi, je vais gagner encore, ta confiance. Attends bien, fais le test. Fais le test. Heureux. Mais si tu passais au camp, on avait toujours quelqu'un, des gars qui étaient comiques un peu, hein, qui contaient des histoires, puis qui chantaient des petites chansons. Il y en avait qui étaient, on dit comme en bon québécois, ils n'étaient pas brûlables, il y avait toujours quelque chose à compter le soir. Puis il y en avait qui avaient le tour de ça. La fin de semaine, bien, il y avait toujours des amusements. Il y en avait qui jouaient du violon, d'autres chantaient. C'était du bonheur, c'était du fun bien simple, mais on avait quand même du fun. Je trouvais ça, moi. On connaissait pas d'autre chose. On connaissait ce qui passait. Nous autres, là, c'est sûr, il y en avait qui contaient des histoires. Il y avait des gars qui parlaient un peu de leur journée, puis il y en avait qui se vantaient. Mais nous autres, aujourd'hui, on a bûché tant de cordes, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis il y en avait d'autres aussi qui... il y en avait d'autres qui tiraient du poignard. Des fois, le soir, tu sais, les gars, ils voulaient trop s'asseyer, tabarnak, là. Puis c'était un peu de même, ça se passait. Puis là, ben, à 9 h, là, à un moment donné, là, ils fermaient la génératrice, là, fait que tout le monde se couchait. Parce que le lendemain matin, 6 h, ça vient vite, te relever le lendemain matin là, pour te remettre sur le piton. Là. Le gars qui a travaillé toute la journée, là, la fin de semaine, pas pire. Mais quand il y en a qui jouait trop de l'accordéon, là, il disait « Oh, tabarnak, là, il va être temps que ça arrête. » Des fois, les jeunes, ils disaient « Ah, lui, c'était un vieux bougonneux, ceci puis c'est ça. » Mais il était fatigué, le monsieur, écoute bien, il avait pas... mettons, dans ce temps-là, nous autres, on avait 18, 19, 20 ans, mais lui, il en avait peut-être 45, 52, je sais pas, moi. Le gars qui aurait fait le rare dans un camp, là, il serait fait régler tout de suite. Tu sais, parce que toute la gang serait mis contre lui, monsieur. Le gars, il est obligé de s'en aller. Quand j'ai été Samoa, là, j'ai vu bien des gars qui venaient faire, on appelait ça le run de noces. Ouais, c'est ça, il venait faire C'était une pour se marier dans le printemps. Il avait ouais. besoin d'argent. pour avoir de l'argent. Il travaillait à la planche et il n'était pas regardant. Je te dis que ça travaillait. C'est lui que le monsieur dit, là, de venir se faire un steak, qui disait, là, je me rappelle que les Italiens disaient, on fera pas long, nous autres. Vous autres, les Québécois, vous dépensez tout. Puis il faisait 2, 3 bonnes hivers. Pour mon père, il venait, là,
C'était des gros travailleurs, mais des gars capables. C'était des gars costauds, pas grands, mais Ça trapu. trapus. Puis il était bon en chien, mais il y en a un qui s'était parti une pizzeria, puis un autre, je ne me rappelle pas quoi. Il y en a un qui s'était acheté une femme dans le bout de Mascouche. Lui, il charroyait avec un cheval, puis sa femme lavait le linge des hommes, puis elle travaillait dans la cuisine au travers de ça. Et il y voyait beaucoup. Il y avait moins de gars de la ville qu'il y avait des immigrants. J'ai pas vu un gars de la ville de Montréal, mettons, là. Je l'ai vu quelques-uns venir s'asseyer, là. Ah, non, ça t'en fait pas, ça. Je sais pas si vous autres, c'est pareil. Ah, ça paraît. Il y en a pas un qui a resté. Non, il tombait tout découragé, bien net. Découragé à... Puis il avait Fred bien plus que nous autres. Il n'était pas habitué dehors, puis il Il faisait bien n'arrivait dû. pas à se partir. Moi, je disais, dépêche-toi, tu vas voir le chaud. Se brûler dans le bois aussi, là, j'ai vu ça. On disait qu'il a commencé trop raide, là, lui. Des fois, c'était un mal d'épaule terrible, un mal de dos, mais des fois, c'était en général, là. Il disait qu'il n'est pas à côté, là, de travailler, puis il y a Mais des il collègues avait de l'ambition aussi, là. Ah oui. Il s'attendait à ça soit très Quatre long. chums, là, comment t'as bûché, là, mon ordi? Là, ça me fatiguait en tabarnak. Je bûchais pas bien vite, c'était hainant de le dire, fait que... OK. Mais ici, moi, t'as dit, à Pichel, mais pas Bûché 4 cordes puis un petit tas. Ah, tabarnak, le gars, il vient les yeux grands de même. Il dit, moi, c'est le petit tas que j'aimerais avoir. S'il y avait des bons hommes, là, c'était à l'hôtel Matawin, Marino. Ah ouais, là, ça bûchait à tabarnak. Oh, ça bûchait, là. Hein? Moi, j'ai avec un Montcalm. Il s'appelait Brian Montcalm. 6 pieds, quelque chose, tabac. Mais doux comme un agneau, hein? Il est jamais un mot plus haut que l'autre. Et là, il m'envoyait ça encore, puis j'avais de la misère en chien, moi. Là, à un moment donné, il dit... Brian, dit, c'était pas. Il dit que c'est Thierry qui fait pas. Puis il parlait toujours sur le même temps. Il dit, là, on va faire ça. Moi, m'aller à la batte, toi, tu vas scier à la corde, puis tu vas accorder. Oh, il dit, pas de problème. C'était vraiment une beauté de lui accorder ces bûches-là. Il te pognait ça, moi, il te levait de bout de line, mon gars. Puis il me criait tout le temps, « As-tu besoin, Roger, là? » Moi, c'était donc bien un bon bonheur. Il y avait la famille en arrière de tout ça. C'était pas juste le travail physique qu'on faisait, il y avait aussi la partie émotion quand on quittait la famille. Et où quand on revenait, ben, c'était la joie, mais quand on quittait des fois pour ça. On quittait pas pour 5 jours, ça, au début, là. C'est venu plus tard, ça, voyager toutes les semaines. On pensait beaucoup à notre famille, nos enfants, nos petits-enfants. Et puis, moi, j'ai été une fois 2 mois parti. Ma petite fille qui était bébé, là. Quand je suis venu, j'étais un étranger, là. Ça fait un petit pincement, ça, là, tu sais. Ou les hivers que j'ai passé 5 Noëls dans les camps forestiers, là. Quand on entend chanter le « Mon beau sapin » ou bien non, « Les anges dans nos campagnes », c'est dans un radio dans le fond du camp, là. T'es 5-6 dans un camp, là, et... ça... Tous tes chums sont partis, là. Tous les gars de la bourse étaient tous descendus. Moi, j'avais décidé de rester là pour faire quelques sous de plus. Ce que je trouvais, c'est quand mon père partait pour monter dans le bois, puis qu'il était petit gars, là, que ma mère restait toute seule à la maison avec les enfants, puis une petite étable pas trop bien installée, puis faire le train d'étable. Je trouvais qu'elle travaillait en tabarnak. Faire la couture, démancher des gilets pour faire des bas, puis faire le train d'étable mal installé, là, tu sais, puis... Mon père, il travaillait, mais il jobait, lui, puis... Je n'y en veux pas, c'était un bonhomme, c'était un gars qui voyait son affaire, mais le soir, à 5 heures, il s'en allait dans le camp des jobbers, puis il allumait le pipe, puis il placotait. Mais ma mère, à 5 heures le soir, c'était le souper des enfants, puis on était 12 à la maison. Là. On n'a pas toujours été 12, on a été quelques années. Je trouvais qu'elle travaillait en tabac. Bien, si c'était à recommencer, c'est sûr, avec tout ce qu'on connaît à cette heure, pour moi, on n'y aurait pas été au bois. On n'aurait pas été fait ces jobs-là. On aurait essayé de trouver peut-être bien là, dans ce temps-là, tu prenais un peu ce qu'il y avait, là. On aurait peut-être essayé de trouver quelque chose de mieux que ça, là. Mais là, on n'avait pas le choix, là. Bien, le plus dur, c'était un peu d'être séparé de ta famille. Des fois, tes frères, tes sœurs, tu t'ennuyais de ta mère aussi.
Tu commences là l'été, t'as la chaleur, t'as les mouches, t'arrives au camp le soir, c'est pas toujours le même confort. Tandis que chez vous, dans le temps, dans les années moins 62, 63, là, les télévisions étaient arrivées. Fait que c'était beaucoup différent, là. Fait qu'à ce moment-là, dans le bois, c'est pas la même chose. Tu travaillais la journée, le soir t'arrivais, mais là, il fallait que tu te couches parce que le lendemain matin, tu sais que tu vas te lever à 5h30, 6h pour refaire ton autre journée. Quand tu te réveilles un matin, puis la première bordée de neige, là, il a tombé à peu près 6 pouces de neige. Tu rentres en dessous du premier sapin ou de la première épinette pour la battre, là, puis dès que tu y touches, ça te tombe dans le cou. Les mitaines viennent tremper, là ta hache glisse, puis là, ils appelaient ça la bordée des poches. Là, les gars là, qui n'étaient pas trop courageux ou qui n'étaient pas trop du métier, là ils prenaient leurs poches, puis ils mettaient le linge dedans, puis ils demandaient au commis, hey, « Fais-moi donc mon temps, là, je pense que je vais descendre. » Bien, ceux qui étaient vraiment du métier, puis qui étaient courageux ou qui avaient bien besoin d'argent, il passait tout droit à la première bordée, puis il venait à bout de t'a fait ça. Tu sais, il était à trempe dans le cou, puis il était à trempe des pieds, puis des mitaines, mais il t'a fait ça. Il fallait être tenace. Si le jobber nous montrait une petite talle d'épinette un peu plus branchue, puis il dit « Oups, ça, bûche pas ça, on m'en va », bien, on passait notre temps à voyager, puis on arrive au printemps. Si on avait bûché cette petite talle de bois branchu, là, il était content. Après ça, il nous donnait une belle talle de bois. Fait que ce qu'on appelait ça une talle de bois, hein? C'est la belle talle. Là. Ça. On aimait ça. Donner à donner. Faut la faire la ronde, pas dire. Autrement dit, il fallait que tu fasses le beau puis le mauvais. Oui. Puis des fois, tu finissais par avoir une récompense au bout. Il te donnait un... Celui qui passait son temps à se promener d'un camp à l'autre, il arrivait au printemps et... Il n'en avait pas plus. Des fois, il y avait pas, il y avait 0. Là. Assez souvent, mais j'ai remarqué dans les camps, j'ai été assez longtemps, les plus chialeux, c'était les plus méchants. Mais c'est sûr. Oui. Les bons hommes, là, Toujours. Et tout le temps, paquet de trop. il aurait voulu gagner beaucoup, puis rester. Aussitôt, il disait demain, il va mouiller, puis s'il ne mouillait pas, il aurait voulu qu'il mouille. Puis, En faire le moins possible. le moins possible, puis faire des bons salaires. Mais ça se faisait pas dans le temps. Fallait que tu y ailles au bois, fallait que tu partes le matin, puis... Puis il cherchait toujours à avoir les meilleurs chevaux aussi, là. Ah, bien, il y avait toujours une maudite charan, ils les entendent parler, puis c'était pas un bon cheval, puis le jobber m'en Là, veut. mais c'est ça, il y a Ça la dépendait toujours des autres, sauf d'eux autres. Ouais, mais tu peux Si t'avais un méchant cheval, t'allais voir le jobber, puis tu viens en parler là-dessus, mon cheval, il est pas bon. Normalement, M. Juget, de ça, tu t'assieds avec le jobber, assez souvent, tu t'en rends très bien. Ben oui. Mais pas aller picosser en arrière, puis traiter de crise de chadron. Puis c'est pas bon, ça finit toujours par aux oreilles des jobbers, ça. Puis là, quand ils savent ça, là, ils aiment pas ça. Moi, j'ai jamais amené du monde, tout le temps de ma vie. Et mes employés, là, c'était pas des robots et des cobayes. C'était des gars qui contribuaient à ma vie. J'aimais à parler avec ces gens-là. J'aimais... Du mémérage, je n'endurais pas. T'as affaire à moi, viens me voir, parle-moi. Je suis pas gros, puis je suis capable de te répondre, puis on va s'accorder. Mais mémère pas dans mon dos, ça marche pas, ça. Mais... Il y a du monde, c'était un plaisir pour moi, tout le temps. Tant que le syndicat n'a pas rentré, ça allait bien. Le syndicat est arrivé. On en parlait tantôt. Quand le syndicat est arrivé, j'ai dit, je m'en vais. C'est comme si vous étiez plus boss dans votre business. C'est ça. T'appelais ça? Moi, là, j'ai jamais eu besoin de syndicat pour gagner ma vie. Je pense que quand t'es bon, les gars courent après toi. Puis quand t'es pas bon, personne n'en veut. Fait que t'as pas besoin de syndicat. Moi, je me rappelle quand le syndicat est arrivé à sa mort. La semaine, tu tirais ton bois dans le chemin, autrement dit. Puis là, la fin de semaine, tu partais, tu allais accorder ton bois. Le samedi puis le dimanche, tranquillement, tu allais de marche, puis tu allais accorder 10 cordes de bois. Là. Puis quand le syndicat est rentré, là, il nous mettait des amendes pour sortir, pour pas qu'on sorte du camp le samedi puis le dimanche. T'as oublié de me cacher dans le bois, pour pas que personne me voie pour... à cause qu'on n'avait pas le droit d'aller au bois. Puis les plus malfaisants, là, ça bûchait à peu près 2 mois par année, même pas. Puis ça faisait pas de bois, là, puis c'est eux autres qui ont ramené le syndicat. Je pense qu'il faut mettre les choses chacun à deux places. Dans les débuts, il y avait de l'abus des contracteurs. J'ai vu ça, puis des boss de compagnie. Le syndicat, c'était bon pour aider aux hommes, mais il y a une limite. Il y a juste un milieu. Bien, côté des salaires, puis côté de l'hygiène dans les camps. Il y a une question de sécurité aussi. Là. La sécurité Fois, aussi. Là. Les gars, ils poussaient pas mal ses employés à la drave puis tout ça. Là, je te dis qu'il fallait prendre des chances aux gars.
Puis la cuisine, c'était très correct. C'était très... Il y a un temps que la cuisine, c'était resté à désirer un peu, là. Ouais, Mais là, après ça, là, je faisais attention plus, je trouve, moi, les compagnies. Mais... Je suis d'accord avec M. Meunier dit. Moi, j'ai connu M. Jouvert. M. Jouvert, c'était très humain. Mais c'était pas tout pareil. Tu sais que j'ai travaillé des bas de CP, là, pas très longtemps là. Et puis, t'avais pas beaucoup de négociations des fois à faire. C'est ça, puis c'est ça. Là. Non, c'est ça ou c'est ça. Ouais. C'est ça ou c'est ça. C'est à la porte. C'est un peu trop... J'ai vu des affaires un peu... Un peu sauvage, c'est passé, les connaissants étaient jeunes. Là. Ça, c'était avant que les syndicats arrivent. Là. On bûche, on frappe sans relâche. Le bois résonne en tout lieu. Oh, quel danger auquel l'homme s'expose. Les arbres, les menaces en tombant, ça nous fait penser à la mort, aussi à nos chers parents. Il m'est arrivé une shot une fois, là. Je ne l'oublierai jamais. Un petit gars qui venait dans votre bout, là, Sacré-Cœur de Marie, chose de même. Je m'en vais pour le voir. Il est en train de bûcher, puis il regarde sur l'autre bord s'il en reste à long, puis il se pogne le cou. Il se pogne le cou, puis je dis « Aouh! » Je me donne d'arriver là. Tabarnache que c'est ça. Il se ramène le cou, monsieur, on voyait l'artère, j'ai pas touché l'artère. Mais ça, c'était coupé. Le tuyau était là tout seul. On voyait le sac, je pensais... Tabarnache! On était au Hambourg, M. Audion Belvert, 100 000 du Saint-Maurice. Là, t'arrêtes, tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Attends un peu, lève-toi, viens ici, bon, viens, on va descendre. Ce petit gars-là était chanceux, extraordinaire. S'il a voulu qu'il pogne l'artère, j'avais même pas le temps de le sauver. Ça l'a vidé là. Ah oui, ça l'a vidé là. Comme moi, il me donnait un coup de mécanique dans le genou, hein. Il me faisait un coup de mécanique, c'est dans le genou. Puis, il n'y a pas beaucoup de bûcherons qui ont passé le vie de bûcherons sans qu'il y ait des cicatrices de scie mécanique. Ben, il y a un autre site. Légères ou fortes, là. Parce que c'est qui arrive dans ce temps-là, c'est parce qu'on est ambitieux. Hein? On veut tout le temps en faire plus. Oui, mais les premiers aussi, il n'était pas sécuritaire. Ça nous montait d'en face, malgré toi, c'est... Mais après ça, pour la sécurité, ils nous ont emmené des pads. Moi, dans mon temps, t'es obligé de porter le casque, les bottes, puis les pads. Ben oui. Tu montes pas au bois à manger. J'en ai un petit livre ici, là, Bienvenue dans notre camp, puis il en parle un petit peu de la sécurité. Là. Ils disent de tenir ta scie mécanique bien comme vous avec tes mains. Oui. Pas avec tes pieds. Moi, j'ai vu mourir de 3 gars, je pense. Oui, 3. Puis c'est pas des peu, je vous fais. Il y en a un qui a monté aux fêtes dans le bois. Je sais pas s'il était malade de brosse ou quoi, mais en tout cas, il y en avait qui arrivait à bien émécher. Puis beaucoup magané, puis il était couché sur son lit. À un moment donné, il va voir Charlie Fradette, qui était boss du camp. Il dit, monsieur au camp, là, ce gars-là, il dit, ça marche pas pantoute. Ce gars-là, il dit, ouais, on va aller voir ça. Puis il est venu voir ça, puis il a descendu à la tuque, puis il est mort à la tuque tout de suite après, pas longtemps. Parce que ce que je trouvais de spécial, c'est ses copains t'approches de lui, puis s'en occupait pas. Laissez mourir. Puis il y en a un autre, lui, c'est un M. Lambert. Lui, c'était de sa faute un peu. Il avait pogné une petite maladie en allant se promener à Shawinigan. Puis il est resté au camp, puis il descendait pas. Puis à un moment donné, il a descendu, mais il était trop tard, puis il est mort. Un homme capable. Ça nous a fait de quoi? Il travaillait pour mon père. Puis l'autre, c'est un petit luthier. Et lui, il s'est rendu chez eux. Puis son frère a eu le téléphone de descendre, il était décédé. Ouais. Ça se rendait à la dernière extrémité avant de réagir. Il hérissait pas, il hérissait. Il hérissait même pas. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas vraiment de soins. Ils envoyaient à la tuque, il y avait une espèce de maréchal à la tuque. À son mort, c'est-à-dire à la ligne, il y avait
une espèce de... Un first aid qu'il appelait. Bon, en tout cas, là, ils envoyaient à la tuque, comme ça, ils repartaient. De travers. Ça a été des choses qui m'ont un peu... Ils vous ont marqué? Tu sais, t'aimes pas ça. Tu dis, c'est des humains, ça, puis... Avez-vous déjà entendu parler de 3 gars qui étaient morts en 54 dans le camp où j'étais, au camp mécanique? Je pense qu'il y avait 2 gars de Saint-Tite puis un gars de Sainte-Flore. Ils ont bu quelque chose qu'il ne fallait pas qu'ils boivent. Ouais. C'était Fernand Poitras qui était le grand boss là, au camp. Puis lui, il m'a dit que c'était comme de l'alcool méthylène. C'est ça. Quelque chose qui empêche le gaz ou le fioul de geler. là. L'alcool de bois. L'alcool de bois. Du jus de Ça, canisse. ça, là, ça lui a fait sécher le sang dans les veines. C'est ça. Ouais. Non, non. Mais à somme mort, il y en avait en masse de ça. Quand t'es jeune, là, Du pétalisme, puis de la gang. là. C'est de l'alcool de flexion. J'en ai bien bu. Oui, de mais ça. ça, c'était pas dans la route. Non, ça, c'est... Mais l'alcool de bois, c'est fatal. Ben, il y a une autre chose qu'un monsieur m'a déjà dit qu'il buvait du painkiller. Ben oui. Ah oui. Ouais, t'as poussé. Sainte caleur, du one pole. La lotion à barbe. Prenait des aspirines, là, c'ti. Tabarnak. Là, moi, je t'aille pas pour mon chum, là. Puis là, il y a le gars qui jasait avec nous autres souvent, il avait peur du son de peur. Fait que, il dit, pourquoi? Il dit, pendant que l'eau va domper, pourquoi tu ne charras pas le mien? Ah, tu peux pas essayer ça. Et Simonac, il fait ça une secousse. Puis là, ben, il pris quelques aspirines, hein, pour finir la ronde. Mais il n'a pas fini la ronde. Hey, le sang, mon homme, ça sortait partout. Je saignais en gratuit. Ben oui, ça éclaircissait en grippe, puis là, je pompais, hein. Des aspirines, des pilules pour la grippe. Mais c'était essayé en gratuit, moi, là. Puis tout le monde m'essayait, pas ça, j'étais tout petit. Puis là, 120 livres. Fait que là, quand il y avait de la grosse pitonne à Hardy, il m'a dit à faire de même. Alors, j'ai allé à gratuit, c'est la grosse pitonne, là. Si on regarde l'ensemble des bûcherons, là, il en avait connu plusieurs, mais il y en avait vraiment qui avaient beaucoup de misère. Oui. Puis il n'arrivait pas à faire le salaire. Il ne l'avait pas du tout. Que ce soit avec les chevaux ou avec à bûcher, et qui ne gagnait rien puis il avait de la misère. J'ai vu un monsieur descendre le vendredi midi avec une avance de 22 pièces. Si on parle des années, au début des années 60, 59-60. Puis le lundi midi, il revenir au camp, bien chaud. Il y avait une famille, ce monsieur-là. Là. Il y avait ce côté-là aussi. Il y avait ce côté-là aussi. Là. Mais là, C'était un monsieur, il n'avait pas de capacité, il était tout petit, tout maigre, puis il n'était pas jeune. Et puis, je trouvais que c'était très pitié de voir ce monsieur-là essayer de gagner sa vie avec une scie mécanique dans le temps. Là. Comme bûcheron, ça n'était pas sa place. Ça pas dit à tout le monde. C'est ça. Ça pas dit à tout le monde, c'était pas sa place. Les gars qui descendaient, on appelait ça descendre au bord, là, que ce soit en Tuc, à Trois-Rivières ou ailleurs. Là, puis, En traverse. des jeunes hommes, là, ouais, à traverse, puis des jeunes hommes bien pépés, puis avec une run, je sais pas, une couple de 1000 pièces dans leurs poches, là, puis il n'y avait même pas l'occasion de toute la dépenser puis d'en profiter. Là. Des fois, les gars se faisaient voler à Québec, puis il y avait toutes sortes de monde qui connaissaient un peu on va appeler ça la vie des bûcherons. Là. Ils connaissaient ça quand ils arrivaient à l'hôtel puis qu'ils se pactaient à frais, ils étaient chum avec tout le monde. L'argent, ils n'étaient pas regardants de ça. Là. Ils en avaient plein les poches. Là. Ils pensaient que ça durerait tout le temps. Fait qu'il y avait des gars aussi, puis des filles aussi, qui savaient profiter de ça. Puis souvent, le gars, là, il se réveillait au bout de 3-4 jours, une semaine, puis... La blonde t'a parti, mais ses poches étaient vides. Fallait qu'il remonte, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait plus d'argent. Quand tu avais réussi à faire une bonne run d'un chantier, tu passais pour un homme. Un voyageur, il revenait dans son village, puis le monde le regardait plus pareil. Il était quelqu'un d'important, puis quelqu'un qui avait prouvé ses capacités. Rendu à la fin des années 60, les compagnies ont délaissé le système de jobbers pour faire des gros camps centraux mécanisés. On voyageait à chaque semaine. C'est là que le changement s'est fait, selon moi. Le gars qui part travailler pour 5 jours, il n'a pas la même chose dans la tête que celui qui partait faire une run de 5 mois. Les jeunes allaient à l'école plus longtemps.
Puis le monde aimait mieux aller en ville pour trouver un métier au lieu de monter dans le bois. Ça a été la fin d'une époque. Ça a été la fin des bûcherons de chantier. Le monde aura beau changer. Une histoire comme la nôtre, ça n'a pas fini de se raconter. Tant qu'on gardera notre mémoire vivante, il y aura du monde pour l'écouter. Dans ça, il y a 48 146 articles. Qu'est-ce qui fait que vous auriez le coup de foudre pour une scie? Le coup de foudre pour le scie, c'est sa rareté. C'est la rareté. Les scies rares, là. Les grosses scies rares. On va faire une tournée à tous les jours. On doit être à 200-300 là-dessus, là. Comme lui, là. Il a une grande collection. Un Suédois. Fait que vous êtes pas seul. Oh là! Ici, c'est la première scie qui a commencé à bûcher en 1954. C'est une omelette modèle 17. J'ai acheté ça, j'avais 16 ans. J'ai été bûcheron pendant 28 ans. J'ai toujours eu un certain intérêt pour ça, les scies mécaniques. Et puis, mais ça s'est déclaré, la passion s'est apparue de moi en 1980. J'ai ramassé 4 scies que j'ai accrochées dans ma cabane à sucre. Et puis, c'est là qu'est partie la grande aventure du collectionneur, un collectionneur déchaîné. Et puis, il y avait un intérêt pour le public, les scies qui étaient accrochées dans la cabane à sucre. Et puis, il y avait beaucoup de clients qui m'apportaient des scies. Et puis, j'échangeais avec un peu de sirop d'érable, de la tire d'érable, beurre d'érable. Et puis, c'était comme ça, le début de la collection. C'est pas venu un problème de collectionner ça, de vouloir ramasser ça, de rapatrier ça, tout sur le même toit, là. C'est jamais venu un problème. C'est jamais... ça n'a jamais dépassé les limites, là. Ça n'a jamais été... comment que je dirais ça, là? Ça n'a jamais débordé, là. Il y a un grand garage qui déborde un peu, mais en tout cas, là. Je veux en accrocher au plafond. Je vais remplir les murs de ma nouvelle cabane à sucre. Et puis après ça, je vais en accrocher une série dans les gros scies au plafond. Les suspendre au plafond pour dégager un peu. Ici, c'est une scie qui a été fabriquée en Angleterre au temps de la guerre, là. Chaque modèle de scie a son histoire.
Ici, c'est les modèles de scie de IEL qui sont fabriqués à Vancouver. J'ai une grande gamme de ces scies-là. Le premier modèle, c'est le modèle K, qui a été fabriqué entre 1939 et 1943. J'étais très chanceux de trouver ça d'un collectionneur qui il y avait ça au Québec ici, toute complète. Et puis, c'est une des belles pièces, une pièce très rare. C'est une des dernières pièces qui va sortir de ma collection. Et puis, il y a des 2 cylindres. J'en ai 4 dans ma collection, ici. Après ça, il y a d'autres modèles aussi, les premiers modèles qui ont fait pour un seul homme. Puis, ça, on voit l'évolution d'une tablette à l'autre. Et puis, il y a aussi plusieurs belles annonces de pionniers. Ça, c'est des scies diesel qui étaient fabriqués en Suède. Des scies très rares. J'en ai obtenu 2 en échange avec des collectionneurs de la Finlande. C'est des tablettes heureux aussi. Il y a la série de Mekaloc. Quand on était dans les années 50, 54-55, il y avait beaucoup de Mekaloc dans les chantiers. Ici, c'est des scies, des modèles Hornet. Ils n'ont pas été encore nettoyés. Ils attendent leur tour. C'est des scies qui vont avoir beaucoup besoin d'amour parce qu'il y a beaucoup de travail à faire après. Là. Madame, elle pense quoi de ça? Hein? Ben, mon épouse, elle ne me décourage pas. Elle me suit dans mes expositions. Et puis, des fois, elle trouve que ça coûte cher un peu, mais c'est... En fin de compte, c'est un investissement. Hein. C'est des pièces rares, des fois, ils sont chers. Si tu les achètes pas, si tu fais pas de transaction sur le moment, et peut-être que tu n'auras pas... Tu les retrouveras pas non plus. Là. Faut pas les laisser passer. Là. Si jamais vous allez à quelque part, vous envoyez une belle, si vous décidez de ne pas l'acheter, puis là, vous repassez une semaine après, et puis là... Ah, ça, c'est déprimant pas mal, ça. Parce que c'est déjà arrivé de trouver un modèle de scie que j'ai pas ramassé, et puis 2 semaines après, j'ai tourné, puis il était plus là. C'est déjà arrivé. Et puis que j'ai jamais retrouvé par après, là. T'sais, des fois, tu vas dire, tu vas le retrouver après, là, mais je l'ai jamais retrouvé, là. Et puis, c'était une Mekaloc, mais avec un peu... un modèle un peu spécial, là. L'oiseau, le canard que je suis dessus, était dans comme une bulle de verre. Et puis ça, j'ai pas pu... belle bulle de verre, toute clean, là. Ça se brisait, ça, ces modèles-là, le verre, dans le bois cassé, puis ça disparaissait. Fait que... Il en a retrouvé une, là. Je l'ai laissé passer, puis il n'est pas retrouvé. Ça dérange, ça? Ah oui, ça aurait fait une belle pièce, pas cher. Hein? C'était pas cher. C'est parce qu'elle était toute pleine d'huile, puis il avait un véhicule propre, puis je mets ça, j'étais toute seule, hein? Je mets ça dans un sac, puis t'en viens. Même si ça sent le gaz, ça me dérange pas. Mais mon épouse, il ne faut pas que ça sente l'huile, il ne faut pas que ça sente le gaz dans l'auto. Et il ne faut pas qu'il rentre une tronçonneuse dans l'auto. Il y a une compétition entre les collectionneurs. Tu collectionnes, tu dis, j'en aurais peut-être assez, mais l'autre, il monte à côté, puis il va me dépasser, puis tout ça. Et puis c'est pas juste le nombre. Il y a peut-être des collectionneurs, on dirait que les autres, c'est le nombre de scies qu'ils ont dans la collection. Ils sont fiers de dire qu'ils ont tant de scies dans la collection. Mais ils n'ont pas de scie à 2 hommes, ils n'ont pas de scie diesel, ils n'ont pas de scie 2 cylindres. C'est pas juste le nombre, puis ils en voient 4-5 des pareils ou 8-10 des pareils, là. C'est pas juste le nombre qui va... pour moi, en tout cas, c'est pas juste le nombre là, qui compte dans ça. Ça va être des pièces rares, puis des pièces différentes. Comme ici, j'ai des séries de pionniers, de IEL pionniers. J'ai une grande série de ça. Fait qu'il y a un suivi où on voit l'évolution de toutes les scies à chaîne. Comme en arrière, ici, au fond, j'ai des scies de la compagnie Ball Chainsaw. C'était fabriqué à Chicago. Quand je vois une nouvelle malle que j'ai pas dans ma collection, là, celle-là, il m'en manque une. Il manque une malle à ma chaîne. C'est une belle série, ça, que je suis fier de ma série de scies. J'ai mes scies françaises aussi, qu'il y a en arrière, comme la grande scie à chaîne. Tant que j'ai pas commencé à collectionner des scies à chaîne, je pensais jamais qu'il y avait tant de modèles que ça, puis de si vieux modèles que ça. Je donne dans ma petite bulle avec mes scies qu'on avait localement, là. C'est le patrimoine forestier, en fin de compte, là, c'est de ramasser ça tous le même toit. C'est
Sinon, si personne n'aurait fait ça, tout aurait disparu. Il n'y aurait plus personne qui aurait eu de souvenir de ça. Fait que ça, c'est une grande satisfaction aussi de voir qu'on a pu regrouper ça et puis conserver ça. Ça devient un patrimoine forestier important pour moi, en tout cas. C'est une grande satisfaction. Là. Puis qu'est-ce que je vais faire avec ma collection? C'est la question que je me fais poser assez régulièrement. Ma réponse, c'est je penserai à ça, mais quelque chose est vieux. La première scie que j'ai ramassée en 1980. Depuis les fêtes, j'en ai ramassé environ 10. Là. Depuis le mois de décembre. Fin de décembre, là. Ça fait une ou deux par mois. C'est à peu près une quinzaine de belles pièces qu'on va trouver chaque année. Là. Ce que j'aime là-dedans, c'est démontrer, puis c'est de voir la réaction du public qui découvre les scies d'aujourd'hui, qui compare les scies d'aujourd'hui avec les scies d'autrefois que j'ai ici. Puis la diversité des modèles qu'il y avait à cette époque-là. Ils ne s'imaginent pas que ça peut avoir été fait. Il y a tant de modèles qui ont été dessinés. C'est ça que j'aime de faire découvrir. On est 500, hein? Comment? On est 500. Où vous restez? 5 ans. 5 ans? C'est pas vous que j'ai travaillé? Ah, me semblait. Ah, bon. Puis tu me sembles que je connais ce gars-là. Ah, Marc au diesel, elle.